Béatrice, je suis super contente de commencer l'année avec toi parce que c'est le premier épisode de 2026. C'est quand même assez dingue. Et on va parler aujourd'hui des différents types d'attachements. C'est pas la première fois que tu es avec moi sur le podcast. On avait parlé ensemble du contrat d'âme, la lecture de contrat d'âme. Donc si vous voulez voir cet épisode, le lien, il va s'afficher là-haut. Et aujourd'hui, on parle de totalement autre chose. On va parler des types d'attachement et comment ils impactent la relation à l'abondance. Mais avant ça, Béatrice, pour celles qui n'ont jamais entendu parler de toi, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Oui, avec joie. Déjà, merci Léa. C'est avec grande joie que je commence l'année avec toi aussi. Quel bonheur de pouvoir parler des types d'attachement. J'expliquerai un petit peu tout à l'heure pourquoi c'est important pour moi. Et oui, je fais des lectures de contrat d'âme, mais à côté de ça, ma première vocation, c'est la thérapie. Je suis spécialisée dans les constellations familiales et dans les traumas de l'enfance. Donc, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et j'aime bien voir aussi comment, en fait, ce sont vraiment nos traumas qui nous bloquent de l'abondance. Souvent, les gens vont essayer de travailler sur plein de choses et ils ne réalisent pas qu'en fait, ça commence vraiment avec notre rapport à nous-mêmes qui prend sa source dans la petite enfance. Ok, donc si je comprends bien, les types d'attachement dépendent de notre petite enfance. Absolument. Ce sont des adaptations que notre système nerveux met en place avant même qu'on sache parler, Waouh, aussitôt? aussitôt. Parce que tu vois, là, j'ai un bébé qui a 15 mois. Et ben, ça fait réfléchir parce qu'elle ne sait pas encore parler. Explique-moi un petit peu comment ces types d'attachements ils se mettent en place aussitôt. Parce qu'en fait, on est câblé pour la survie. Alors, quand on est bébé, on est complètement dépendant des adultes qui prennent soin de nous. On sait qu'on est totalement entre les mains de cet adulte. Et notre système nerveux se développe justement de manière à ce qu'on puisse interagir avec notre environnement et ce qu'on puisse ressentir ce qui est sécurisant de ce qui ne l'est pas. Et à partir dès l'enfance, dès qu'on est tout petit, on se fait une petite idée de ce qui est sécurisant et de ce qui ne l'est pas. Et la première personne qui va nous donner cette information, qui va nous faire savoir si c'est sécurisant ou pas pour nous d'être dans ce monde, eh bien, c'est la personne qui s'occupe principalement de nous, bien souvent la mère. Et donc, si j'ai une maman qui est régulée, si j'ai une maman qui a une bonne relation elle-même, qui a une bonne relation à la vie et qui sait réguler ses émotions, eh bien, il n'y a pas de souci. L'enfant ressent qu'il peut jouer, il peut s'amuser et il peut revenir. En fait, il peut avoir de plus en plus d'espace pour la curiosité parce qu'il n'a pas besoin de travailler dur pour sa sécurité émotionnelle et physique. Donc là, ce sont les personnes qui développent ce qu'on appelle le type d'attachement sécure, qui correspond quand même à environ 30% de la population. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi important, mais oui, il y a pas mal de personnes sécures sur cette planète. Et tu as ensuite des enfants qui grandissent avec des parents qui ont un système nerveux dérégulé. Et bien souvent, en fait, ça, c'est très important pour moi de le dire pour que les parents ne se rendent pas malades et qu'ils se disent on est en train de fiche en l'air la vie de nos enfants, c'est que ben, en tant que parents eux-mêmes, ils ont eu des parents avec un système nerveux dérégulé. Donc on est vraiment sur quelque chose de transgénérationnel parce qu'on hérite du système nerveux de nos parents. Ok, alors ça veut dire que mon bébé dès que je vais à la bibliothèque, qui est une énorme bibliothèque, qui prend ses petits pieds et qui va très très loin sans jamais regarder derrière elle, quelque part c'est un signe de sécurité. Absolument. Donc en fait, c'est un enfant qui sait qu'elle peut aller explorer le monde et revenir. Il n'y a personne pour prendre sa place, déjà d'un. Et de deux, en fait, sa coupe est suffisamment pleine. Elle ne ressent pas le besoin de remplir la coupe de sa mère, même inconsciemment, de manière à trouver sa place. Waouh, c'est super intéressant. Et donc ça donnerait des adultes sécures.
qu'est-ce que tu entends par ce type d'attachement qui est donc le type d'attachement sécure? C'est quoi un adulte qui a un type d'attachement sécure? C'est quelqu'un qui a une relation à lui, qui est une relation valorisante. C'est une personne qui sait sa valeur, c'est une personne qui se choisit parce qu'on lui a montré comment se choisir. C'est une personne qui avance, on a tous des peurs, et c'est une personne qui peut avancer avec curiosité. Et c'est intéressant parce que j'avais vu un reportage sur justement des scientifiques qui étudient les types d'attachement et qui comparent ton type d'attachement à ton QI et qui expliquaient qu'en fait, un enfant qui n'a pas besoin de s'inquiéter pour son état émotionnel, c'est un enfant qui a de l'espace pour pouvoir aller expérimenter. Et c'est quelqu'un qui va pouvoir retomber sur ses pieds parce qu'il ne va jamais associer sa réussite à sa valeur. Mm. Il est capable de voir que ce sont deux choses différentes et que l'expérimentation fait partie de la vie parce qu'il ne sera jamais jugé en fonction de ce qu'il fait, en fonction de sa performance, mais aimé pour qui il est. Donc c'est quelqu'un qui avance dans le monde avec le cœur plein. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va pas forcément plus tard dans sa vie d'adulte chercher la validation extérieure pour se sentir, pour avoir de la valeur, pour sentir qu'il a de la valeur. Absolument. Donc c'est quelqu'un qui connaît déjà sa valeur. Et dans des situations comme ça, ben, c'est quelqu'un qui non seulement attire à lui des partenaires sécures, et aussi des opportunités de vie. Donc, c'est quelqu'un dont le système nerveux ne va pas se déréguler parce que c'est quelqu'un qui a un système nerveux qui est régulé. Ne vit pas constamment en mécanisme de défense. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mécanisme de défense qui ne se mettent pas en place et que ce sont des personnes qui n'ont jamais de challenge. C'est absolument pas ça. Mais leur capacité à gérer les challenges de la vie est beaucoup plus grande que les types d'attachements insécures. Ok. Tu parles de système nerveux régulé, dérégulé. Est-ce que rapidement tu peux donner ta vision du système nerveux régulé et dérégulé? Alors, notre système nerveux n'est pas censé être tout le temps régulé. Notre système nerveux, c'est un petit peu le baromètre qui nous permet de savoir ce qui se passe dans notre environnement. Donc, c'est une intelligence qui est primitive. Pour moi, c'est ce qui sépare l'âme de l'être humain. L'âme n'a pas de système nerveux, mais Mhm. l'être humain a un système nerveux qui lui permet en fait de naviguer la vie. Ton système nerveux, c'est ce qui est censé te garder en sécurité. Donc, ton système nerveux peut être dérégulé si tu es face à un danger. Donc, si tu es en train de marcher en pleine nature et que d'un seul coup, tu te trouves tête à tête avec un serpent venimeux, ben, ton système nerveux va se mettre en place de manière à te protéger. On a besoin que notre système nerveux puisse se déréguler. Donc, Donc le en but, c'est pas une fait, question de... Pardon. ouais, donc en fait, un système nerveux dérégulé, si je comprends bien, c'est juste une situation de stress. C'est une situation de stress, exactement. C'est une situation de stress et le système nerveux met des mécanismes de défense en place de manière à t'aider à surmonter la difficulté que tu traverses. Sauf qu'un système nerveux qui est constamment exposé au stress, c'est un système nerveux qui se dérégule très rapidement et qui va fonctionner à partir de mécanismes de défense et à partir de la survie. Et c'est ce qui va vraiment te séparer de l'abondance. Ok, ça veut dire que finalement, quelqu'un qui est sur le type d'attachement sécure, euh, au quotidien, il fonctionne avec un niveau de stress très très bas. En tout cas, il a des moments de stress, mais ce sont des moments fugaces, comme on peut tous en avoir. Une voiture qui te grille un stop, etc. Ça crée un stress parce il y a besoin de réagir. Mais qu'au quotidien, c'est vraiment quelqu'un qui va être détendu, relax, contrairement à quelqu'un qui a un type d'attachement insécure, c'est comme ça que tu appelles ça? C'est ça. Ok. Qui en fait, lui, fonctionne en étant toujours en état d'alerte, en stress. C'est-à-dire qu'il y a toujours un état d'alerte, il y a toujours du stress quelque part. Et c'est ça, ok, très bien. Alors là, on a Et parlé je du... Oui. voulais juste préciser, c'est que l'enfant découvre la régulation avec le parent. Mhm. Je m'explique. Donc, si par exemple, la mère, ce sont pas des parents qui font jamais d'erreur,
Mhm. Les parents d'enfants sécures sont des parents qui peuvent faire des erreurs, mais qui savent comment réparer. Mhm. Donc, je vais revenir avec l'enfant, je vais reconnaître ma responsabilité, je vais permettre à l'enfant de comprendre que mon comportement n'avait rien à voir avec lui, mais peut-être avec le stress de la journée que je n'ai pas su contrôler. Et j'aide l'enfant à naviguer ses émotions, je l'aide à se réguler. Donc l'enfant est capable, en fait, tu es là en temps normal, système nerveux régulé, moment de crise, pic de stress, dérégulation, et au fur et à mesure, chez quelqu'un qui a un système nerveux qui sait se réguler, eh bien ça revient au calme. Mhm. Ok. On a parlé du premier type d'attachement qui est l'attachement de type sécure et il y en a trois autres. Est-ce que tu peux nous partager le deuxième? Oui, donc le deuxième, c'est l'attachement anxieux. Ce sont généralement des enfants qui ont grandi dans des environnements où ils ne savaient pas sur quel pied danser. Certains jours, tout allait bien et d'autres jours, c'était la crise. Et donc, ce sont des enfants qui apprennent à se faire petits, presque à se faire invisible, se rendre invisible, de manière à éviter d'être la personne qui reçoit l'explosion du ou des personnes, des adultes qui sont responsables d'elles. Et donc, ce qui va se passer, c'est que ce sont des enfants qui créent, qui ont cette capacité de pouvoir lire un petit peu ce qui se passe autour d'eux. Ils ont des sens en alerte, ils sont souvent en hypervigilance. Cette hypervigilance les rend hypersensibles, ils sont sensibles aux micro-changements d'expression du visage, aux intonations, et c'est de cette manière qu'ils se maintiennent en sécurité. Ce sont des personnes qui associent leurs valeurs à leur capacité à faire plaisir, à faire de la place à l'autre et à s'oublier. Donc, ce sont des personnes qui ont besoin de l'autre, ils se régulent au travers de l'autre. C'est un petit peu la condition sine qua non dans ma relation. Ça peut être des personnes qui explosent et d'un seul coup reviennent et ont vraiment peur de la perte de l'autre. Et souvent, les anxieux ne vont pas forcément exprimer ce qu'ils ressentent. Ils vont tout garder pour eux et ils vont être hyper adaptables. Alors, quand tu me dis il a besoin de la présence de l'autre pour se réguler, je ne comprends pas ce que ça veut dire. D'accord. Donc, si par exemple, je suis en couple avec quelqu'un, eh bien, l'anxieux va trouver ça difficile d'être séparé de l'autre. Il vit à travers son partenaire. Et si il sent de l'anxiété, il a besoin que son partenaire l'aide à sortir son anxiété. Donc ça peut être des personnes qui, malgré elles, se retrouvent à manipuler leur partenaire de manière à ne pas le perdre. Waouh. On est sur des cas de figure de personnes qui vivent en hypervigilance et en peur de la vie. Ce sont souvent des personnes qui ont du mal à recevoir des compliments, à recevoir de l'aide. Ce sont des personnes qui vont trouver leur valeur au travers de ce qu'elles apportent à la société, à leurs partenaires, à leurs amis. Donc, ils ont vraiment un besoin constant de l'autre. Et c'est là que effectivement ça impacte vraiment la relation à l'abondance parce que quel type de relation on attire à soi avec un type d'attachement anxieux? Des relations narcissiques. Ok. Ou alors, on attire à soi des personnes avec l'autre type d'attachement dont je te parlerai, l'évitant. Et on attire à soi des personnes qui ne sont pas émotionnellement disponibles. Parce Alors qu'on que attire à c'est soi. l'inverse qu'on recherche en fait avec ce type-là. Exactement. Et quand on regarde l'abondance, ce sont des personnes qui ont du mal à prendre des risques. Ce sont des personnes qui ont du mal à se faire confiance. Ce sont des personnes qui vont toujours se faire petites. Tu as des personnes qui s'excusent toujours. Tu as des personnes qui ont du mal à dire non. Et là, on est bien souvent sur l'attachement anxieux. Waouh, donc déjà de une, c'est compliqué, ça peut être compliqué pour les relations amoureuses. Euh, et ensuite, effectivement, pour tout autre type d'abondance, argent, etc. C'est vrai que si c'est compliqué de recevoir,
Si c'est compliqué de prendre des risques aussi. Absolument. Ok. Absolument. Moi, on posera, je te reposerai la question à la fin, mais finalement, est-ce qu'un sécure et un anxieux peuvent se rencontrer, que ça colle et... Oui, alors ce qu'il y a, c'est que vraiment, ce qu'il y a de bon pour un attachement insécure, c'est de rencontrer un attachement sécure et de se donner une chance de guérir son type d'attachement. Sauf que l'anxieux ne va pas être à l'aise avec le sécure, parce Ah, que le sécure n'aura pas besoin de l'anxieux. L'anxieux a besoin d'être au milieu de ta vie. Il a besoin d'être indispensable pour toi. waouh. Tu sais, ça me fait vachement penser, j'ai vécu une relation où il me faisait le reproche de pas venir le voir surfer, par exemple, de pas être collé à lui finalement. Et moi, je comprenais pas du tout. Et je pense même que ça... Enfin, il y avait beaucoup de jalousie aussi de sa part. Et pareil, c'est quelque chose que moi, je comprenais pas du tout. Ça peut être des réactions, ça, de type anxieux, sécure. En Totalement. fait, quelqu'un de sécure va déclencher quelqu'un d'anxieux. Absolument. Et c'est ce qu'on veut. En fait, les attachements, c'est super important qu'ils soient activés parce que c'est ce qui leur permet de guérir. Et on ne peut pas guérir son type d'attachement seul. C'est impossible. Parce que toute seule, ben, je ne suis pas activée. Je n'ai pas d'autre système nerveux pour m'activer. Hmm. Parce que moi, j'ai des gens qui me disent, ah, moi, je vis très bien seule. Du moment que je suis en couple, c'est le problème. Et à leurs yeux, c'est l'autre le problème. Mais non. C'est que quand je suis toute seule, j'ai personne pour appuyer sur toutes les activations de blessures. Et c'est là que ça fait mal. Ah ouais, c'est clair, hein. De toute façon, bon, après le couple, ça, on est d'accord que c'est une voie d'évolution personnelle accélérée, hein, un petit peu comme l'entrepreneuriat, mais sauf que c'est à la maison, c'est tous les jours, etc. Ouais, ok, très Exactement. bien. Mais on est d'accord que les types d'attachement, ça va pas que impacter le couple, ça peut être au travail avec les collègues, un patron, des amis, etc. C'est clair. En fait, le type d'attachement anxieux, c'est quelqu'un qui vit l'anxiété dans tous les aspects de sa vie. C'est souvent des gens qui ont un rapport anxieux à leurs finances. Ils peuvent avoir beaucoup d'économies de côté et vivre dans la paranoïa et l'inquiétude absolue de manquer. Tu vois, parce qu'ils ont dépensé 5 euros alors qu'ils ont peut-être 100 000 euros en banque. Ouais. C'est de réaliser qu'en fait, on a affaire à quelqu'un qui n'a jamais connu la sécurité de sa vie. C'est quelqu'un qui vit en hypervigilance, donc qui carbure au stress. Et souvent, qui va carburer justement à la crise. Il me faut quelque part de l'anxiété pour pouvoir avancer. Parce que si tout est plat, s'il n'y a pas de raison d'être anxieux, j'ai pas réellement de raison d'être, vu que mon default setting, mon type de fonctionnement par défaut, c'est justement l'anxiété. Waouh, Et c'est là que ça devient la responsabilité de la personne qui a ce type d'attachement, de ne pas s'attendre à ce que ce soit tout le temps les autres qui les rassurent. Ce sont les gens qui vont avoir tendance à la codépendance émotionnelle. mais tout en détruisant une relation, enfin tout en challengeant une relation, parce que je repense à cet amoureux-là, c'était vraiment compliqué parce que j'avais remarqué que si c'était cool pendant 15 jours, j'attendais le moment où pour un rien, ça allait basculer. Tu vois, ça ne pouvait pas être une vie tranquille, pépère, ça pouvait pas être une relation calme en fait, sur la durée, quoi. Il fallait à un moment donné que ça pète, quoi. Alors, c'est Pour là que ça rien. peut être intéressant de voir si c'est le type dont on parle, parce qu'il y a un autre type qui a aussi Hmm. certaines de ces caractéristiques-là. Mais l'anxieux est en recherche de fusion. Ok. L'anxieux veut une intimité émotionnelle. Mhm. Donc, il n'est pas en fuite de l'émotion, en fuite de la relation. Au contraire, il essaie justement de créer cette intimité émotionnelle avec l'autre. Mais c'est les Ok. moyens qu'il va utiliser de manière à obtenir ça et les partenaires qu'il va choisir. Parce que si tu choisis quelqu'un d'émotionnellement indisponible, ben, cette intimité émotionnelle, tu vas essayer de la forcer sur quelqu'un qui ne peut pas te l'apporter. Et ouais. Et bon, sacré programme. En tout cas, ça, je pense que pour les personnes qui nous écoutent, ça peut déjà donner des pistes sur des relations passées où tu as l'impression de courir après quelqu'un qui n'en a strictement rien à faire de toi, ou l'inverse, quelqu'un que tu trouves complètement envahissant, quoi.
c'est ça. Ça te permet de comprendre beaucoup de choses et ce ne sont pas des traits de personnalité, c'est vraiment là qu'on se rend compte, c'est le système nerveux. Ok, C'est l'adaptation du système nerveux à très bien. l'environnement. Donc ça, c'est le système, enfin, le type d'attachement anxieux qui donc serait déclenché par euh, le besoin d'une lecture constante de l'autre. Est-ce que ça va me tomber dessus? Est-ce que ça va me tomber dessus? Est-ce que ça va me tomber dessus durant l'enfance? C'est ça, parce que très certainement, la personne qui s'occupait principalement de cet enfant est une personne anxieuse, est une personne qui ne savait pas forcément se réguler. Et l'enfant, très rapidement, ben, fonctionne un petit peu de cette manière-là. Et c'est cette sensation de tout le temps marcher sur des œufs. C'était, à la maison, c'était jamais la même chose. Il n'y avait pas tout le temps la même atmosphère. Tu vois, c'était un jour, tout allait bien, le lendemain, ça allait mal. Donc, on est en hyper-vigilance constante. Donc, tu te rends compte qu'en fait, quand tu observes au niveau du système nerveux qu'on a vraiment affaire à des gens qui ont un système nerveux qui fonctionne super bien, on est bien d'accord, Ouais. mais justement qui n'arrivent jamais à trouver un espace de paix, qui Waouh. n'arrivent pas à se... Ok, très bien. Quel est le troisième type d'attachement dont tu veux me parler? On appelle l'évitant ou le fuyant. Donc c'est un type d'attachement, c'est l'hyper-indépendant de tous ces types d'attachements. C'est celui qui a grandi tout seul. Donc très souvent, ils grandissent dans des familles où il n'y a pas de discussion sur les émotions, ou même qu'on peut être dans des environnements où on se moque des émotions. L'enfant doit quelque part survivre émotionnellement seul. Et quelque part aussi, sa valeur est directement associée à l'amour qu'on va lui montrer. Est-ce que tu es à la hauteur de mes espérances? Donc, ce sont des enfants qui sont bien souvent des high achievers, comme on dit en anglais. Donc, je ne serais pas surprise, j'ai pas fait le lien, je ne suis pas chercheuse, mais je ne serais pas surprise qu'il y ait pas mal de HPI dans cette catégorie-là. Mais ce sont des enfants qui apprennent très rapidement à être indépendants. Et ce qui se passe pour eux, c'est qu'ils sont euh, en fuite de leurs propres émotions. Ce sont souvent des personnes qui ne sauront pas te dire ce qu'ils ressentent. Ou alors qui vont te dire, mais tout va bien, moi, j'ai pas de problème. Mais du moment qu'ils se retrouvent dans une relation où il y a une certaine, euh, comment tu dis ça, proximité émotionnelle, ça devient compliqué pour eux parce que ça les amène à s'arrêter et à les introspecter à l'intérieur. Et ce que ça va faire remonter chez eux, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Hmm. Parce que c'était des enfants pour qui les parents les rendaient quelque part responsables de leurs émotions, comment ils se sentaient. Et donc, pour eux, c'était de la survie de ne s'en remettre à personne. Donc, si on parle d'un type d'attachement qui est hyper indépendant, qui est carriériste, etc., on est vraiment sur l'évitant. Donc, on devrait se dire, ben, la C'est relation à clair, l'abondance de c'est cool, l'évitant t'as besoin de... devrait être Ouais. géniale. Sauf que l'évitant, en fait, va avoir tendance à travailler tout seul. Hmm. Je dois tout faire tout seul. Personne ne comprend ce dont j'ai besoin, vaut mieux que je le fasse tout seul. Il a vraiment du mal à s'en remettre aux autres ou alors à garder des personnes qui peuvent rester avec ce niveau de détachement. Mais c'est vrai qu'en règle générale, sur les clients que j'ai, ce sont des personnes qui vont être vraiment dans je me fais tout seul et j'avance tout seul. Et en quoi c'est un problème, ça, quand tu vises l'abondance? Quand tu vises l'abondance, c'est un problème parce que tu t'ouvres pas à l'abondance, tu es dans le contrôle de l'abondance. Ok. Tu te relâches pas entre les mains de l'univers quelque part Mhm. parce que tu te mets dans la tête que ça peut venir que par toi. Donc Ouais. bien sûr, il y a un aspect de ça qui est important. On Oui. va pas attendre que ça nous tombe dessus sans mettre en place des stratégies ou faire certaines choses, mais ça va être vraiment, je ne peux compter que sur moi-même. Donc il va y avoir toujours cet aspect où je peux pas vraiment faire confiance. Parce que lorsque j'ai mis ma confiance entre les mains de quelqu'un d'autre, on s'est moqué de moi, on n'a pas été présent pour moi. Tu vois, j'ai pu compter sur personne, petit. Quand on y pense, quand on voit un enfant qui grandit seul émotionnellement, qui peut ressentir de la terreur,
qui peut avoir des grosses crises de panique et d'avoir des parents qui lui disent arrête de m'embêter, va dans ta chambre. Et devoir vivre ça tout seul, surmonter ça tout seul, on peut mourir de choc. On peut mourir de choc, surtout des enfants. Et ça te montre ce que ces types d'attachement, vraiment, c'est le système nerveux qui s'adapte à l'environnement de manière à te préserver. Donc cette hyper-indépendance, elle a été nécessaire de manière à pouvoir survivre. Est-ce que finalement, cette hyper-indépendance, c'est une façon de se couper de ses émotions? Totalement. Totalement pour un système nerveux d'attachement évitant. Les émotions, ce sont mes pires ennemis, en fait. Je veux même pas en entendre parler. Je veux pas savoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des gens qui ont pas non plus la capacité de se réjouir trop, qui n'ont pas non plus, enfin, parce que là, on parle des émotions plutôt type la peur, enfin, tu vois ce que je veux dire, un parent qui t'abandonne à tout seul à ta terreur, on est sur de la peur, on est sur de la colère, de la tristesse, etc. Mais est-ce que ce sont aussi des gens qui s'interdisent de trop se réjouir? Parce que c'est aussi quelque chose que moi je rencontre en coaching. Je suis pas capable, je l'ai entendu ça il y a pas très longtemps, je suis pas capable moi de me réjouir vraiment de mes résultats. Alors que j'ai atteint mon objectif, mais je suis pas capable de me réjouir. Oui, alors l'évitant va avoir tendance à être hyper critique envers lui-même. Hyper, hyper critique. C'est un petit peu aussi, on va dire que ça marche sur tout, sur les trois types d'attachement. Mais ça va pas se manifester de la même manière. L'anxieux, c'est hyper critique dans le sens où je suis pas à la hauteur, je peux pas faire ça, donc je le ferai pas. Hmm. Tu as l'évitant, ça va être, je peux pas me réjouir trop vite parce que demain, ça peut me tomber sur, excuse l'expression, mais ça peut me retomber sur la gueule. Donc voilà, on va, tu vois, donc il peut y avoir, après, c'est pas de mettre tout le monde dans les mêmes catégories, parce qu'il y a certains degrés à ton type d'attachement, il y a les extrêmes, mais en règle générale, sur l'évitant, ça ne veut pas dire que ça va pas être une personne qui est capable de se réjouir, de passer de bons moments, de ressentir de l'amour, mais ça va être la difficulté à le montrer, à Hmm. le manifester. Ce sont des personnes qui réellement, profondément, sont en recherche de cette intimité émotionnelle, qui peuvent la trouver belle chez d'autres personnes, mais quelque part se disent que pour eux, ils sont pas à la hauteur, c'est pas facile pour eux. C'est un peu un challenge. Et ça les amène dans une introspection qui est trop douloureuse. C'était trop douloureux enfant, sauf que le système nerveux ne se rend pas compte qu'on a grandi, il ne sait pas quel âge on a. Et que s'il a été mis en place et que s'il a mis en place ce type d'attachement et que je n'ai pas guéri ce type d'attachement, eh bien le système nerveux fonctionne comme si j'avais toujours 3 ans, 4 ans, 5 ans. Quand j'ai manifesté énormément de joie devant maman parce que j'avais gagné une médaille, que j'ai gagné le vélo que j'attendais toujours et que ils font ah ouais, ouais c'est bien. Elle va jouer, je suis occupée. Waouh. Un enfant qui a ça de manière répétitive n'est pas un enfant qui va facilement se réjouir. Sauf s'il réalise au bout d'un moment qu'en fait, son enfance ne définit pas et qu'il peut trouver une manière de se sécuriser, de se mettre en connexion avec ses émotions. Que tout va bien, qu'il est en sécurité maintenant. Ouais. Ben, je vois mal comment ça peut. Enfin, ça doit être un gros travail pour un enfant de réussir à se dire, ah ouais, je vaux quelque chose, alors que, bon, chez l'adulte, il n'y a pas trop de réaction, quoi. C'est ça. En Absolument. couple, en couple, en évitant, ça donne quoi? En couple, un évitant, ça donne cette personne qui a besoin de son espace, de son indépendance. Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps tout seul. Et c'est quelqu'un qui a un besoin d'un sentiment de liberté. C'est si je sens que l'autre exprime des besoins, eh bien, tout de suite, souvent, l'évitant associe le besoin à la pression, au stress. Et donc, ça l'amène à avoir besoin de prendre encore plus de distance. Et c'est là que les choses deviennent compliquées parce que l'anxieux attire l'évitant. Waouh. C'est un couple qui revient constamment. Tu as l'anxieux qui cherche la fusion et l'évitant qui fait s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Mais ce qui se passe, c'est que
Ça ne veut pas dire que l'évitant n'est pas capable d'aimer, l'évitant aime profondément. Et souvent, les évitants sont des hypersensibles, mais se sont justement coupés de leur hypersensibilité de manière à survivre émotionnellement. Et donc maintenant, c'est de pouvoir passer l'information au système nerveux. Tout va bien, je peux gérer l'intensité émotionnelle de l'autre. Je ne vais pas me perdre si c'est le cas. Tu vois, mais souvent, on fonctionne encore comme on fonctionnait quand on était petit, tant qu'on n'a pas pris conscience que c'est le système nerveux qui mène la barque. Donc, en couple, ça va être je t'aime, je t'aime, je t'aime, s'il te plaît, laisse-moi, laisse-moi tranquille. Et souvent, ce sont des couples, il y a des couples qui peuvent durer longtemps à ce niveau-là. C'est d'arriver à un moment aussi et de comprendre le fonctionnement de l'autre. C'est pour ça que les types d'attachement peuvent vraiment transformer ton couple. Parce que si l'anxieux arrive à dire à l'autre, écoute, je ne te rends pas responsable de ce que je ressens là maintenant, mais je ressens une émotion très intense. J'ai besoin de savoir qu'on est toujours en lien alors que je ressens ça. Et l'autre de dire, je ne peux pas rester avec toi là maintenant tout de suite parce que l'intensité de ton émotion me donne l'impression que je ne suis pas à la hauteur. Je prends quelques minutes, on est toujours en lien et je reviens. Et Mhm. ça, c'est magnifique parce que ce sont généralement des couples, lorsqu'ils arrivent à guérir ensemble, ce sont des couples qui durent, ce sont des couples qui sont très forts. Parce qu'ils apprennent en fait à avoir une communication sécurisante. C'est ça qui fait la différence. C'est comment est-ce que je crée un socle émotionnel sécurisant pour permettre au système nerveux de chacun de se poser sans que l'un ou l'autre ait peur de se perdre. Est-ce que, bon, on n'a pas encore parlé du troisième type insécure, mais est-ce que on peut passer d'un type insécure à un type sécure? Absolument. Et c'est vraiment le but quelque part d'une relation. C'est que je vais au fur et à mesure prendre conscience de qui je suis et je vais au fur et à mesure, du moment que je sais qui je suis, je sais ce que je suis prête à accepter ou pas. J'arrive à reconnaître des partenaires qui sont émotionnellement available, disponibles ou pas. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je deviens ou on devient sécure. Donc c'est la relation est quelque part le passage. Et je ne vais pas parler que de la relation amoureuse, mais la relation amicale. Parce que la relation amicale que j'ai, elle est très similaire à ma relation amoureuse. Mhm. Donc à quel point je vais permettre à l'autre, pour un anxieux, à quel point je vais permettre à l'autre de me voir vraiment et de m'aider. À quel point je vais me permettre d'être vulnérable à l'autre. Pareil avec l'évitant. À quel point je vais me permettre d'être vulnérable à l'autre. Parce que là encore, on est dans la vulnérabilité. C'est la vulnérabilité qui permet de sortir justement de ce système nerveux, de cet attachement insécure. Du système évitant, du type d'attachement évitant, c'est la vulnérabilité. Évitant, la vulnérabilité est pareil, l'anxieux. Ok. C'est tous à un niveau de vulnérabilité. Pour l'anxieux, c'est pas trop un challenge. Il va le faire, mais bien souvent, il va pas forcément se rendre vulnérable avec les bonnes personnes, mais il est important qu'il continue à le faire avec les bonnes personnes. Et l'évitant, oui, pour lui, c'est la bête noire. La vulnérabilité, c'est pouh, j'aime pas ça. Parce que pour un évitant, la vulnérabilité, c'est me mettre à nu par le passé où ça m'a mise en danger, en fait, émotionnellement. Donc, c'est un gros morceau. Et tout va bien, parce qu'il n'y a vraiment aucun jugement à avoir envers soi-même avec son type d'attachement, parce que c'est ce que je dis à mes clientes, nos types d'attachement, c'est vraiment ce qui nous a permis de nous adapter à l'inadaptable. Mhm. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est-à-dire que un parent qui a un type d'attachement évitant, il va reproduire ça avec son enfant, alors que l'enfant, lui, n'a pas à s'adapter à l'inadaptable. Tu vois ce que je veux dire? C'est que euh, c'est quoi un parent évitant, par exemple, tu vois? Alors, le parent évitant, ça va être un parent qui parfois travaille beaucoup, sort beaucoup. L'enfant grandit quasiment tout seul. Mhm. Et l'enfant est un petit peu
l'enfant est pour moi une manière aussi de briller. Donc, les résultats scolaires de l'enfant sont mes victoires. Et est-ce que tu es à la hauteur de mes espérances? Et je veux pas t'entendre. Un enfant, ça se voit, ça s'entend pas. Wow, chou. Ok. Là, on est dans l'évitement absolu, hein. Ça va Ah être un ouais. parent dans l'évitement absolu. Mais on n'est pas condamné parce qu'on a eu un parent évitant. On peut soi-même devenir évitant et être bien moins évitant que nos parents, parce que Mhm. c'est ce dont on se rend compte. Euh, je vois que moi, j'ai hérité du caractère désorganisé, enfin, on reviendra là-dessus, Mhm. de l'attachement de l'un de mes parents, et je me rends compte que je suis différente de ce Ouais. parent, tout en ayant toujours ce type d'attachement, mais je suis beaucoup plus sécure dans mon attachement pour commencer que ne l'était mon parent, tu vois. Ouais, c'est intéressant parce que moi, on n'a pas encore fait le type désorganisé dont tu as parlé, mais bon, moi, je reconnais plutôt ma mère dans le type d'attachement anxieux et évitant pour mon père. Euh, bon, moi, c'est sûr que c'est pas l'anxieux, mon type d'attachement. Je me retrouve plus dans le évitant, pas sur tout, mais sur certaines choses. Mais, mais c'était plutôt la Léa d'il y a 5 ans, tu vois, Donc, ouais, c'est super intéressant. J'aimerais qu'on parle du dernier type d'attachement insécure. Alors ce dernier type d'attachement, on l'appelle le désorganisé ou l'ambivalent. C'est l'attachement qui a les deux. C'est l'attachement qui comporte à la fois le côté anxieux et à la fois le côté ambivalent. Le côté évitant, excuse-moi. C'est pour ça qu'on l'appelle l'ambivalent ou le désorganisé. C'est parce que ça oscille entre l'un et l'autre. Et ce que vivent ces types d'attachements, comment sont nés ces types d'attachements? Ils sont nés d'un environnement qui n'était pas sécure, où ils ont été dans l'hypervigilance, mais c'est surtout que la personne qui s'occupait principalement d'eux était à la fois la source principale d'émotions, donc il pouvait y avoir fusion émotionnelle, et le lendemain, ça pouvait être la personne qui était responsable de notre punition. Donc, c'est un parent qui a beaucoup aimé et en même temps abandonné ou trahi émotionnellement son enfant régulièrement. Donc, le message qu'entend l'enfant, c'est que l'amour est dangereux. Je veux l'amour, donc ça c'est l'anxieux, mais il est dangereux, et ça c'est l'évitant. Donc, il va osciller entre les deux. Et après, chez l'ambivalent ou le désorganisé, tu peux avoir des personnes qui ont un attachement allant plus vers l'anxieux et l'autre allant plus vers l'évitant. Mais ce qui va se passer, c'est que bien souvent, les désorganisés ne réalisent pas qu'ils sont désorganisés, ils pensent qu'ils sont anxieux. Qu'est-ce que ça a comme impact, ça, sur la relation à l'abondance? C'est chaotique parce que ce sont des personnes qui s'attendent constamment à ce que le couperet tombe. Et ça, c'est Ça peut pas. l'anxieux, on est d'accord, ça, c'est un peu la même chose que l'anxieux. C'est un peu la même chose que l'anxieux. Donc ça va être le côté anxieux. Et il y a le côté évitant où je ne vais pas facilement, où le désorganisé va pas facilement pouvoir faire confiance. Parce que encore à ce niveau-là, j'ai été trahie. Donc ce sont des personnes qui vont faire cette expérience-là dans toutes les sphères de leur vie. Et bien souvent sur le plan professionnel, ce qui se passe, c'est que le désorganisé peut donner du meilleur de soi-même, du meilleur de lui-même, et finalement ne pas être face à un professionnel ou un patron qui voit leurs valeurs, se sentir constamment critiqué et être constamment... C'est quelqu'un qui peut aller au travail pendant 20 ans en se disant qu'il sera plus là demain. Je sais pas, au bout de 10 ans, tu peux quand même peut-être relâcher la pression, tu vois, je sais pas. C'est pas tous les désorganisés qui sont comme ça. Mais l'hyper-indépendance du désorganisé est assez différente de l'hyper-indépendance de l'évitant. Le désorganisé va pas forcément être capable d'avoir cette hyper-indépendance tout le temps. Mais il va vouloir dans sa tête s'imaginer qu'en fait, il n'en a rien à faire. Ok. Je prends Un juste à ce que tu... désorganisé au travail, ça donne quoi?
Ça donne quelqu'un qui s'investit, mais qui se retrouve toujours à vivre cette sensation de ne pas être reconnu, de ne pas être à sa place, de ne pas valoir la peine, mais qui va pas forcément le dire et qui va s'auto-saboter. Donc ça va être souvent la personne, quelqu'un va lui faire un coup dans le dos, lui voler son travail. Tu vois, ça va être celui, comme quelque part tu t'attends toujours à ce que les choses foirent, au niveau de l'abondance, c'est celui qui va toujours attirer à lui le chaos. Le désordonné vit le chaos. Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que si tu t'attends, enfin, si de base tu t'attends à ce que ça foire, ta vie, ça doit être intéressant, quoi, parce que ce sur quoi je porte mon attention, je le crée, je l'attire, là, on est bien, là. Au Totalement. travail, très bien. Dans les relations amoureuses, ça donne quoi? Dans les relations amoureuses, sont généralement des personnes qui vont attirer à eux des personnes qui ne sont pas émotionnellement disponibles. Et s'ils se retrouvent avec un anxieux ou avec un évitant, eh ben, il a les deux, lui. Et donc, il a une capacité à lire l'autre et à tout savoir de l'autre. C'est vraiment phénoménal ce qu'il prend dans sa petite liste. Il est là, il cherche constamment la cohérence dans ce que les gens disent. Et ça va être quelqu'un qui va voir quand il y a manque de congruence, quand un jour tu dis un truc, l'autre jour tu dis l'autre chose. Et ils vont souvent rester sur ce genre d'informations. C'est aussi de cette manière-là qu'ils savent s'ils sont sur un terrain sécurisant ou pas. Et ce sont des personnes qui, en début de relation, vont vraiment chercher la fusion. Mais s'il y a manque de cohérence ou s'ils ressentent que la personne n'est pas capable de tenir leur chaos, soit ils se referment et deviennent les personnes qui s'adaptent avec des moments où ça explose et ça revient, et ça explose et ça revient, tout en restant en couple vraiment avec les montagnes russes. Ou alors, ça va être la personne qui va de couple, de relation en relation. Donc là, je vais essayer, mais j'ai l'impression qu'en face, on ne comprend pas, que je ne vaux pas la peine, ben, je m'en vais. Et parfois, avant même que la relation ait lieu, ce sont souvent des personnes qui vont partir en courant en début de relation. Ou alors qui vont rester, mais qui vont rester à moitié. C'est-à-dire que je vais devenir la victime de mon partenaire. C'est de sa faute. C'est de sa faute, il me voit pas, il me comprend pas, de toute façon l'amour c'est dangereux. Et c'est vraiment à chercher la petite bête. Ça va être des personnes qui vont constamment chercher la petite bête chez l'autre. Et c'est parce qu'en Ouais. fait leur système nerveux est câblé pour chercher ça. Oh. C'est l'attachement le plus complexe, le plus rare et le plus difficile quelque part à guérir parce que les désorganisés, c'est pas eux le problème. Un petit peu les désorganisés comme les évitants, ça va pas être ceux que tu vas retrouver chez chez le psy souvent, à moins que, ils se rendent compte que leur couple, ils y tiennent et qu'ils ont envie de transformer les choses. Mais le désorganisé, en fait, il ne peut pas faire confiance. Il a vécu, mais en ne pouvant jamais faire confiance que les personnes qui étaient censées les aimer inconditionnellement étaient celles aussi qui ont été à la source même de leur détresse. Bon, bah, tu vois, c'était pas un anxieux, c'était plutôt un désorganisé, J'ai l'amour dont je l'impression. te parlais. Ouais, je reconnais plus le désorganisé que l'anxieux. On est d'accord que vivre avec quelqu'un comme ça, c'est un peu l'enfer sur Terre, quoi, hein. C'est l'enfer sur terre, surtout pour un évitant. Et pour un anxieux, ben, ça va être compliqué aussi. Généralement, les anxieux sont moins attirés par les désorganisés ou alors des désorganisés qui vont avoir plus un côté évitant qu'anxieux. Bon, une petite pensée pour les désorganisés. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde puisse se sentir heureux dans sa vie et accéder à l'abondance, que ce soit aussi bien relationnel, financière, etc.
Petite pensée pour se désorganiser, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour transformer ça? Parce que moi, quand je t'entends, bon, moi, ça m'amène, je vois quelqu'un et je me rappelle ce que ça a été de vivre avec cette personne et à quel point c'est compliqué, en fait. C'est compliqué. Euh, alors, toi, tu dis que c'est des gens qui se retrouvent rarement chez des psys, mais bon, à un bout d'un moment, je pense que tu peux quand même être fatigué de vivre le chaos dans ta vie. Et qu'est-ce que ces personnes peuvent faire? Alors, bah déjà, moi, j'ai découvert que j'avais un attachement désorganisé. J'ai pensé longtemps que j'avais un attachement anxieux, parce que j'étais plus sur la sphère anxieuse. Et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est là que j'ai compris, c'est le chaos que je vivais intérieurement constamment. C'était tout le temps chaos, il n'y avait jamais rien qui marchait, il n'y avait jamais rien qui était à sa place, il y avait tout le temps des poisses, des trucs, des machins. Et au bout d'un moment, en fait, ce qui a eu de bien dans ma vie, c'est que j'ai voulu prendre la responsabilité de mon expérience. Mhm, Tant que mon pouvoir est entre les mains des autres et que j'ai l'impression que ce sont les autres qui amènent du chaos dans ma vie, je ne peux pas en sortir. mhm, J'ai étudié les types d'attachement, ça fait partie de ma formation. Donc, ce qui m'a permis de réaliser qu'en fait, à quoi était dû ce type d'attachement, et c'est vraiment dû à un manque de sécurité profond à l'intérieur et beaucoup de souffrance à s'autoriser à libérer. C'est là que c'est important de pouvoir trouver des personnes qui peuvent créer un espace suffisamment sécurisé pour que tu puisses te retrouver, pour que tu puisses en fait aller à la rencontre des versions de toi qui ont été trahies et abandonnées par les personnes qui étaient censées prendre soin de toi, de réaliser que c'était jamais de ta faute et de réaliser que en fait tu as survécu à, à l'un des types d'attachement les plus douloureux et que si tu n'es pas en sous-traitement psychiatrique, hein, si tu n'es pas en dépression, que tu n'as pas de maladie auto-immune, ben punaise, tu es un miracle ambulant. Donc c'est déjà important de pouvoir en fait s'accorder de la compassion et de réaliser que mon système nerveux, même s'il crée le chaos facilement, en fait, il m'a préservé. Je suis toujours là aujourd'hui. Et qu'est-ce que je suis capable de faire? Si je suis quelqu'un qui a connu le chaos et qui a réussi à être fonctionnel dans le chaos, et qu'est-ce que je peux faire dans l'abondance? Donc là, c'est de pouvoir en fait trouver un accompagnement qui te permet de travailler en fait sur cette sécurité émotionnelle, de se rendre compte d'où vient le chaos, ce qui crée le chaos, ce qui active le chaos, comment le traverser et comment par la suite pouvoir faire confiance et s'ouvrir en relation. La relation amoureuse est une merveilleuse manière de se guérir parce que lorsqu'on rencontre quelqu'un qui est plutôt sécure, eh bien c'est là qu'on peut être deux systèmes nerveux qui travaillent ensemble et qui se disent, ben, je veux en fait pouvoir être heureux et pouvoir faire confiance, être dans une vraie relation avec quelqu'un. mhm. Et puis de pouvoir aussi euh, aller à la rencontre des versions de nous, les versions passées qui vivent encore ce stress, cette détresse, et de pouvoir les ramener au calme. Et donc, c'est ce que mon accompagnement permet. Ouais, donc ton accompagnement, il est vraiment axé sur les désorganisés. Ouais. Moi, j'aimerais... Bon, après, on en a quand même pas mal parlé des types d'attachements, donc on peut se reconnaître. Enfin, en tout cas, moi, je me reconnais dans l'évitant et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que le couple permet d'aller travailler ça parce que moi, ça fait 9 ans que je suis en couple avec mon mari et au début, il me disait toujours, putain, mais pourquoi tu me demandes pas d'aide en fait? Pourquoi tu fais tout toute seule, etc. Mais ça avait toujours été ma façon de fonctionner. Et c'est vrai que c'est lui qui m'a permis de réaliser ça et aujourd'hui, bon, je fonctionne plus du tout de la même façon. Et je pense effectivement qu'on est arrivé à ce stade dans notre relation où, bon, on va parler de ce qui se passe pour nous. Parce que toi, tu me colles avec tout ton amour et que moi, ça commence à me gonfler. Parce que c'était vraiment ça au début de notre relation. J'étais la fille, mais parfaite à ses yeux. Je suis toujours la fille parfaite à ses yeux, mais maintenant, j'ai quelques défauts.
Au bout de 9 ans, j'ai quelques défauts et en fait, moi, ça m'angoissait d'être la fille parfaite à ses yeux, vraiment. Et je lui ai dit, en fait, il faut que tu arrêtes là, je n'en peux plus. Et, ça n'a pas été une période facile pour nous. Ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble, je me souviens. Et ça a été une période vraiment charnière de notre relation. Parce que j'avais aussi besoin qu'il me voie avec des imperfections. Mais moi, j'ai beaucoup aimé sa façon de réagir, où lui, il a repris son indépendance. Et c'est là que je me suis dit, ah, il me plaît en fait, quand il est aussi capable de prendre son indépendance. Donc c'est intéressant de voir comment la relation de couple, ça nous permet vraiment d'appuyer au bon endroit. Et moi, ce que je Totalement. voulais te poser comme question, c'est si à la fin de cet épisode, enfin, ce stade de l'épisode, la personne qui nous écoute ne s'est pas reconnue dans un des types d'attachement, comment est-ce qu'elle peut faire pour savoir quel est son type d'attachement? Donc, je peux envoyer un quiz. Et Hmm. donc, en fonction du nombre, en fonction des types de réponses qu'on a données, on Mhm. peut découvrir lequel de ces attachements est celui qui nous correspond. Ok, très bien. Parlons maintenant de ton accompagnement qui est donc adapté aux désorganisés. Avant qu'on parle de ton accompagnement, j'aimerais que tu me dises, toi, concrètement, c'était comment ta vie avant que tu comprennes et que tu travailles sur ce type d'attachement? C'était assez chaotique. C'était assez chaotique. Moi, j'ai eu 36 000 carrières. J'ai vécu dans différents pays. J'ai eu différents partenaires. Et certains partenaires, moi, j'ai surtout des partenaires évitants. J'avais le côté plus anxieux du désorganisé. Et ce que ça a fait, c'est que j'ai eu tendance à vivre au travers de mes partenaires et en ayant des capacités, des dons, des choses vraiment qu'ils admiraient chez moi, mais je n'arrivais pas à prendre le pas, à prendre ma place. C'était très, très, très périlleux. Mon défunt mari, avec lequel j'ai fini par avoir une relation sécure. C'était très compliqué au début, mais on est vraiment arrivé à une relation sécure parce que du moment que deux personnes se disent qu'ils se choisissent, écoute, voilà. Il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je te choisis, je te choisirai encore demain. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour travailler ensemble et pour apporter dans le couple ce dont chacun a besoin, hein, qu'on puisse vraiment faire un travail d'équipe. Et lorsqu'on commence à vraiment comprendre l'autre et ne pas prendre les besoins de l'autre pour notre responsabilité, mais plutôt qu'est-ce que j'ai envie de faire pour l'autre tout en maintenant mon indépendance, ça change la donne en fait. Et là, j'ai un couple qui devient de plus en plus solide parce que je ne suis plus en train de mettre la possibilité de divorce ou de séparation sous le nez de l'autre. Et ça, c'est une catastrophe pour créer de la sécurité dans le couple. Et ce qui va permettre à quelqu'un avec un attachement désorganisé de pouvoir prendre de la place, c'est la sécurité. Si je suis dans un couple où l'autre voit ma valeur et m'encourage et crée un espace suffisamment sécurisant pour que mon système nerveux puisse se reposer. Parce qu'il faut comprendre qu'avec un désorganisé, tu as déjà la charge d'un système nerveux chaotique. Il est dans le chaos. Donc quand tu es déjà à fonctionner dans l'hypervigilance et le chaos et que tu dois en plus aller vivre une vie fonctionnelle, c'est dur, hein. Ouais. C'est éprouvant. Donc, ça explique aussi pourquoi beaucoup de gens sont en burn-out, tu vois. Donc, lorsque je suis en couple et que j'arrive à avoir une relation dans le couple où je peux me poser, c'est mon espace ressource, eh bien là, je peux remplir le verre et je peux mettre des choses en place parce que plus je prends de l'assurance dans le couple et plus je prends de l'assurance à l'extérieur. Après, j'ai d'autres personnes qui me disent, mais comment je peux le faire tout seul? Ben, tu peux le faire aussi au travers de tes amis. Tu peux choisir des relations amicales ou tu peux proposer à ton ami la même chose, d'être deux personnes ressources l'une pour l'autre. Et en ayant cet espace où le système nerveux peut se poser, où on peut être totalement soi-même, on se sent en sécurité, eh bien, on peut par la suite mettre des stratégies en place et passer à autre chose et vraiment s'autoriser à vivre la vie qu'on mérite parce que on mérite tous une vie extraordinaire et notre type d'attachement n'a pas besoin d'être un handicap, notre système nerveux n'a plus à décider pour nous.
Tant qu'on est en pilote automatique, on ne peut pas le savoir, mais après cet épisode, vous en saurez un petit peu plus sur vous et vous comprendrez que c'est pas une question de capacité, c'est pas une question de valeur, c'est vraiment une question de système nerveux. Et à Ou de partir de là, malchance. comment est-ce qu'on peut travailler à côté avec ça? Comment? Ou de malchance, parce que on peut beaucoup. Enfin, moi, j'aime bien les relations amoureuses parce que c'est hyper concret, tout le monde comprend. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui disent, moi, j'ai pas de chance. Enfin, je sais pas attirer quelqu'un, je sais pas rester avec quelqu'un, je sais pas. Comme si c'était une fatalité. Et en fait, ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est pas une fatalité, c'est juste un symptôme d'un système nerveux qui est dérégulé. À Euh, quel point mon système nerveux a décidé pour moi que l'amour était dangereux? Et à mhm, quel point ça constitue un tel danger que je dois m'en garder écarté. Et donc, je vais tout faire ouais. pour saboter la relation, pour m'en aller très vite, pour m'assurer que je suis plus en danger. Et tu sais que c'est exactement la même chose avec l'argent, hein, parce que moi j'entends des choses dans des accompagnements que j'anime où je me dis waouh, c'est chaud ce que je suis en train d'entendre. Euh, Dès que j'ai de l'argent, faut vite que je m'en débarrasse, ou dès que j'ai de l'argent, je me sens très mal. Donc c'est un petit peu la même chose. C'est bon, ok, on parle beaucoup du couple dans cet épisode, mais revenons sur une notion plus générale de l'abondance. Vivre une vie pleine d'abondance, c'est s'autoriser à recevoir tout ce qu'on a envie de recevoir et nos types d'attachements vont impacter ce qu'on s'autorise à recevoir en fait, tout simplement. Exactement, parce que en fait, faut bien comprendre que c'est une question de vulnérabilité. Ce qui se passe lorsque on est enfant et on n'a pas le choix, on ne peut que subir l'environnement dans lequel on grandit. On peut que subir la colère du parent ou l'évitement du parent. Et donc, ce qui va se passer, c'est que le système nerveux va décider pour nous que vulnérabilité égale danger. Donc, je mets ma forteresse en place et je me tiens éloigné de la vulnérabilité. Mais la vulnérabilité, c'est vraiment l'énergie du cœur, c'est l'énergie Mhm. du chakra du cœur. Et lorsque ce chakra est ouvert, il est en vulnérabilité. Et donc, c'est de pouvoir voir que la vulnérabilité, c'est une force et non pas une faiblesse. Et ça se guérit. Ça se guérit parce que on va aller à la rencontre des parties de nous qui avaient besoin d'avoir accès à des adultes qui prenaient soin de cette vulnérabilité, qui protégeaient cette vulnérabilité. Cet accompagnement va vous permettre de vraiment tomber amoureux de vous-même. Quand on parle de l'amour de soi, on parle vraiment de... Les gens ne comprennent pas forcément ce concept-là. L'amour de soi, c'est de pouvoir s'accorder de la compassion quand on vient de faire une grosse bêtise. Lorsqu'on vient de dire quelque chose qui a fait très mal à une personne qu'on aime profondément. L'amour de soi, c'est pas se dire tous les jours je t'aime en se regardant dans le miroir, mais c'est de pouvoir se dire toujours je t'aime et je te pardonne à des parties de nous qui nous font honte et des parties de nous qu'on n'arrive pas à accepter. Et c'est Comment- vraiment ça la source de la guérison des types d'attachement. Ok. Comment est-ce que tu vas se passer cet accompagnement, sur quelle durée et comment tu vas accompagner ces personnes? C'est un groupe déjà? Oui, c'est un groupe, donc 8 personnes, 8 femmes. Et elles auront le quiz qui leur permettront de voir si elles sont dans le type d'attachement désorganisé. Donc, dans ce cas-là, cet accompagnement, il est totalement fait pour vous. Ça va être un accompagnement qui va être à la fois collectif et à la fois individuel. En individuel, on va aller vraiment travailler sur la partie de la détresse, tout ce qui a fait justement, tout ce qui a créé ce chaos et ramener de l'harmonie dans le chaos. Et ça va se passer avec moi, 2 systèmes nerveux qui travaillent ensemble. Et on va ensuite, en groupe, faire des exercices, bien sûr, qui sont axés sur créer de la sécurité émotionnelle les unes pour les autres, les constellations familiales, parce qu'on ira consteller le système nerveux, de manière à avoir des informations sur le système nerveux. Donc, on va non seulement travailler au niveau de ta relation à toi-même, et on va aussi travailler sur ta relation à l'abondance, que les deux ne font qu'un. Waouh. Et pour être dans un de tes accompagnements actuellement, qui s'appelle Money Mastery,
Ouais. On va justement travailler cette relation à l'abondance, mais vraiment en lien avec l'argent. Et tu utilises les constellations familiales. Et dans ces constellations, il y a, enfin, c'est pas les constellations familiales pour le coup, c'est une constellation systémique. C'est ça? Oui, Ouais. Il y a donc le système nerveux qui est toujours représenté. Et c'est oui. tellement intéressant de se retrouver face à son système nerveux qui réagit enfin, je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Ces constellations systémiques où il y a le système nerveux, la représentante de la personne constellée, la représentante de l'abondance par exemple, et c'est juste dingue de voir les réactions du système nerveux, à quel point notre système nerveux, tout passe par lui. C'est-à-dire que tant que le système nerveux n'a pas accepté de relâcher en fait, c'est tout, ça ne sera pas une réalité qui pourra s'inscrire dans notre quotidien, quoi. C'est, ok, ton argent, tu peux t'asseoir dessus tant que ton système nerveux n'a pas décidé que c'est ok pour toi, que c'est sécurisant pour toi. Et c'est juste dingue de voir ce qui se passe dans ces constellations. Donc, je peux témoigner ouais, de la puissance de ce qui se passe dans tes accompagnements. Alors après, on ne travaille pas sur les types d'attachement, mais on voit ce système nerveux en action et c'est assez dingue. Qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui est dans ce type d'attachement désorganisé et qui est plus sur l'évitant, donc qui se dit, j'ai pas trop besoin de ça, moi. Enfin, qu'est-ce que tu aimerais dire à quelqu'un qui est sur ce type d'attachement désorganisé et qui nous écoute et qui se pose la question de est-ce que je contacte Béatrice ou pas? C'est important de réaliser qu'en fait, si tu n'es pas là où tu souhaites être, c'est vraiment une question de système nerveux. Et ton système nerveux, tu peux pas lui mentir, tu peux pas lui raconter d'histoire. C'est juste pas possible. On le voit dans les constellations, on peut essayer de passer à côté ou essayer de passer outre et ça marche pas. Tant que le système nerveux n'a pas relâché la pression sur ce qu'il pense qui peut constituer un danger pour toi, ce sera difficile de faire ce travail-là toute seule. En fait, tu auras des parts d'ombre, tu auras des parts des angles morts. Ces angles morts, ils sont nécessaires parce qu'ils t'ont maintenu en vie. Mais maintenant, ces angles morts te maintiennent en survie alors que tu veux vivre ta super vie, alors qu'il y a des choses que tu veux mettre en place, il y a des choses que tu souhaites atteindre et tu n'y vas pas et tu n'es pas là pas parce que t'es pas méritante, pas parce que t'es paresseuse, pas parce que tu fais pas les choses correctement, mais parce que tu as un système nerveux qui n'a pas encore compris que tu n'as plus 5 ans, que tu n'es plus un bébé et que tu es enfin en capacité de pouvoir te réguler, de pouvoir être en sécurité avec ce que tu choisis. Donc là, c'est vraiment, c'est plutôt quelque part une décision que tu prends. C'est un petit peu euh, si tu as le côté plus évitant, c'est le moment d'agir sur l'hyper-indépendance, de se dire je me jette à l'eau et je vais aller à la rencontre de moi-même. Parce que c'est ce que tu vas faire. Oui, effectivement, ça va ouvrir les portes. Ça va ouvrir les portes sur la carrière professionnelle que tu souhaites embrasser, que tu t'autorises pas à vivre, sur la vie financière que tu souhaites vivre, la liberté financière, et sur attirer à toi un partenaire sécure. Et ça viendra pas en restant dans l'évitement, ben, littéralement en restant en évitant tout ce que tu as évité toute ta vie. Mhm. Et donc, cet accompagnement te permet, moi, ce que ça m'a permis de faire, de travailler sur moi, c'est de découvrir qui j'étais. Et quand tu découvres qui tu es, tu peux plus prétendre que tu sais pas. Tu peux de temps en temps aller te mettre sous la couverture, mais à un moment tu sors et tu fais non. Non, j'y vais, j'avance. Et j'ai travaillé sur moi, je comprends bien ce type d'attachement. J'ai travaillé avec tous les types d'attachement. Il faut savoir que c'est un premier accompagnement qui est associé directement au type d'attachement, mais je travaille sur les types d'attachement et sur les traumas de l'enfance depuis plusieurs années déjà. Donc, Mhm. voilà. Ouais.
Ben moi, je te souhaite, toi qui nous écoutes, si tu te retrouves dans ce type d'attachement ou dans un autre type d'attachement désorganisé, de d'aller amener de la paix dans ce système nerveux. Moi, c'est vraiment ce que j'ai travaillé sur les 2 derniers mois de cette année 2025 qui vient de se passer. Et, et j'ai vu un changement assez fou en termes de chiffre d'affaires et sans travailler des masses, puisque j'ai très peu de temps et très peu d'énergie aussi, puisque je fais toujours pas mes nuits. Enfin, mon bébé fait pas mes nuits, ses nuits, mais les miennes non plus, du coup. Euh, et ça a été assez fou, juste en amenant de la paix, en amenant de la paix. Donc, c'est vraiment ce que je te souhaite, à toi qui nous écoutes, c'est de pouvoir amener toujours un peu plus de paix, parce que je pense que c'est vraiment un processus qui peut durer toute une vie, amener plus de paix. Mais c'est vrai que plus on amène de la paix, et plus les portes s'ouvrent, et on a l'impression que c'est presque magique, ça s'ouvre. Mais comment ça se fait que ça s'ouvre comme ça? Et c'est très beau, ouais, c'est vraiment très beau. Tu sais, moi, j'arrêtais pas de me dire, si tu as réussi à créer une relation amoureuse où tu te poses plus la question de est-ce que je reste, est-ce que je pars? Parce que moi, j'avais toujours ce truc de toute façon, je me marierai jamais, de toute façon, je resterai jamais avec quelqu'un à vie, etc., etc. Si tu as réussi à créer cette relation amoureuse où tu peux rester, où tu sais que tu peux rester, et où jamais tu te poses la question de est-ce que je reste, est-ce que je pars, c'est que tu peux aussi amener ça dans le financier. Absolument. Euh, donc je pense qu'on avance aussi comme ça, par étapes. Et donc à toi qui nous écoutes, je t'invite à aller découvrir les accompagnements de Béatrice qui sont vraiment riches. Euh, et tu sais, il y a aussi beaucoup de gens qui craignent que quand tu commences à ouvrir la boîte de Pandore, t'aies tout qui explose à la gueule, toute ta merde, etc. J'ai envie de dire que c'est pas forcément le cas. Ça peut aussi être doux, hein, pour ceux qui ont Oui, peur. le but pour moi, en fait, en étant, je suis spécialisée dans les traumas, donc je sais ce qui amène de la sécurité au système nerveux. La dernière chose que je souhaite faire, c'est te faire revisiter des choses et revivre des choses enfant. C'est absolument pas le but. C'est comment amener de la régulation dans le système nerveux par rapport à ce que tu as vécu. Donc ça ne passe pas par revivre le passé, ça va passer plutôt par devenir la personne ressource que t'as pas eue. Donc tu deviens la personne ressource pour les versions de toi enfant. Donc tu es toujours dans une position de ressource, tu n'es jamais dans la position de celle qui revit. Et ça, ce que ça te permet de faire, c'est non plus de te voir comme victime, comme la personne qui n'a connu que la souffrance et de revivre Parce qu'en fait, ce qui crée le trauma, c'est vraiment cette sensation de... euh, j'ai pas de puissance, en fait, je suis impuissant. C'est l'impuissance qui crée le trauma. Et donc, dans cette situation-là, ce que tu fais, c'est que tu deviens cette personne compatissante, Mm. cet adulte bienveillant que tu aurais dû avoir dans ces moments-là pour pouvoir venir te prendre la main et t'aider à surmonter ce que tu as vécu. Donc ça crée une relation à toi-même où de plus en plus tu te choisis, tu te dis, je ne peux plus imaginer autre chose pour moi-même. Je ne peux plus jamais m'abandonner. Et plus tu crées cette situation avec toi-même, cette relation où tu te choisis encore et encore dans les moments les plus challengeants, eh bien, tu finis par te choisir encore et encore dans la vie de tous les jours. Tu n'attires plus à toi les mêmes expériences parce que cette relation que tu crées avec toi-même qui devient une relation riche et une relation où tu te valorises non pas en fonction de ce que tu fais, mais en fonction de qui tu es, de ton droit au bonheur qui est inconditionnel, eh bien, c'est un choix que tu vas faire automatiquement dans tes relations amoureuses et dans tes relations professionnelles et dans ton rapport à l'argent. C'est vraiment, enfin, c'est ma vision des choses et c'est de cette manière que j'accompagne mes clientes et qu'elles ont des résultats. Ouais. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai la sensation de vivre au fur et à mesure de ma progression, là, ces dernières années en tant qu'entrepreneur, là, pour le coup.
et ça se manifeste dans le choix des programmes, le choix des clients. C'est assez dingue. C'est-à-dire que cette capacité qu'on a à s'aimer, à se faire confiance, à revenir à un espace de calme très rapidement, ça vient tout impacter. C'est incroyable. C'est-à-dire que ce que tu pensais ne pas être possible pour toi, disponible pour toi, c'est là, on te l'offre, quoi. T'as la sens, enfin, moi, parfois, je me dis, waouh, qu'est-ce qui m'arrive, en fait? Et ça, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à toute personne de vivre parce que ça fait tellement du bien. Tu sais, ça sort de ce truc de il faut tellement galérer dans la vie. Et moi, je suis pas toujours très d'accord avec ça. Euh, il y a des moments difficiles, ça c'est sûr, les deuils, bon, il y a toujours des moments difficiles, mais je trouve que il y a plus j'avance, plus je reprends conscience de waouh, voilà ce que tu es, Léa. Voilà ce que tu es, et plus je trouve que ça simplifie le chemin. Ça simplifie tout, en fait, vraiment tout. L'accès à l'abondance, mais je pense que là, c'est même l'abondance de paix. Tu vois, vraiment, je me sens en paix. Il y a plus ces moments de ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ça, c'est tellement agréable au quotidien. Donc, à toi Et qui nous ça devient écoutes. tellement non négociable. Ouais, Pardon. ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que ça devient non négociable. Ça, c'est clair. Heureusement, d'ailleurs, ouais, non, c'est plus négociable. Donc, à toi qui nous écoutes, merci de nous avoir écoutés jusque-là. C'était un long épisode. Et, hum, et je t'invite à aller voir ce que fait Béatrice, simplement parce que elle a toute une palette d'outils qui viennent s'ajouter à ses compétences d'écoute et d'accompagnement qui sont, elles, naturelles. Donc, merci beaucoup, Béatrice, pour cet échange. Et Merci Léa. je mets sous cette vidéo tous les liens nécessaires pour retrouver Béatrice, pour retrouver son accompagnement aussi. Et quoi que tu aies envie de nous partager sous cette vidéo à propos de cet épisode, eh bien, on te lira et on te répondra. Donc, un grand merci à toi de nous avoir écoutés, nous avoir regardés même peut-être. Béatrice, un grand merci. On se retrouve très très vite pour la Avec suite des plaisir. aventures. Très bien. Et voilà, je te souhaite une belle année 2026 à accompagner toutes ces femmes à se rappeler de qui elles sont et de se débarrasser de qui elles croient être. Qu'elles pensent qu'elles doivent être. Qui elles pensent qu'elles doivent être aussi, ouais. Et pour simplement revenir à plus de puissance, je pense que, ouais, se rappeler de qui on est, quoi. Ouais, tout simplement. Donc, un grand C'est merci à toi, ça. Béatrice. Merci infiniment. Très belle année à toi aussi, Ouais, Léa, et à tous ceux qui nous écoutent. Et à très vite. J'étais ravie de à faire très cet vite. épisode avec toi. Merci, merci moi aussi. À très Merci. vite. À très vite. Au revoir.